Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast d'ici Paris Île-de-France, épisode 34 aujourd'hui. Épisode entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, entre la poire et le dessert. Quoique, attention de ne pas passer pour des pommes du côté du Paris Saint-Germain. Après Rennes, il ne faudrait pas se planter face à Monaco. On va en parler, bien évidemment, dans ce podcast. Les amis, ce podcast, vous le retrouvez sur les plateformes de téléchargement. Spotify, j'ai du Deezer, j'ai aussi du iTunes. Vous n'hésitez pas à vous abonner et à vous abonner aussi à la chaîne YouTube. C'est le mot d'ordre, vous n'avez pas le choix. Parce que vous pensez que vous êtes abonné, mais vérifiez juste quand même si vous êtes vraiment abonné à la chaîne 100% PSG, ici Paris Île-de-France. On vous attend. Et d'ailleurs, petite question du jour. Je l'aime bien ma question du jour aujourd'hui. Quel est votre joueur préféré passé par le PSG et Monaco? Vous avez 38 joueurs. Si vous me citez Thilo Kehrer, je vous tire les oreilles. Après, vous en avez d'autres. Vous en avez d'autres quand même. Mais moi, je vous avoue que j'ai un vrai dilemme. J'ai un vrai problème. Je vous jure que c'est vrai, les amis. Deux de mes joueurs préférés de tout, vraiment, c'est mes joueurs préférés. Youri Djorkaeff, Georges Weah. Les deux ont fait le chemin, ont fait Monaco et le Paris Saint-Germain. Et j'ai du mal, et puis m'est revenu à trancher, puis m'est revenu une chose, c'est une histoire totalement vraie. J'avais 10-12 ans et mes parents m'ont emmené voir un match Ajaccio-Monaco et il y avait Georges Weah qui était là et je suis allé lui serrer la main. Et pendant 3 jours, j'ai tenu tête à ma maman. J'ai refusé de me laver la main. Voilà, j'ai refusé parce que j'avais vu Georges Weah. Donc je mets Mister George en 1 et en 2 Youri Djorkaeff. Pourquoi ? Formé à Grenoble, les amis. Allez, c'est parti. Maintenant, abonnez-vous, je vous ai dit. Abonnez-vous, puis mettez vos réponses aussi. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de ce podcast, le PSG qui perd la tête du championnat et qui ferait bien de se remettre la tête à l'endroit avant d'affronter Monaco en Ligue des Champions pour les barrages prévus ce mardi. Match aller ce mardi à suivre en intégralité sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France. On va débriefer la petite fessée reçue à Rennes, 3-1 avec le j'aime pas. On enchaînera avec 3 questions. La première nous a été soufflée par Ousmane Dembélé, directement un ballon d'or. Y a-t-il des excès d'individualité dans cette équipe du Paris Saint-Germain ? La question mérite d'être posée puisque Ousmane Dembélé l'a placé et l'a mis sur la place publique, cette question. On fera ensuite une individuelle sur un joueur qui crispe les supporters et les suiveurs du Paris Saint-Germain avec ses prestations. C'est Ilya Zabarny après 6 mois. Quel bilan pour le Paris Saint-Germain, pour son Ukrainien. Enfin, Ligue des Champions, Monaco en barrage, formalité ou grosse difficulté à prévoir. On en parle de ça et du reste. On en parle dans 100% PSG La Tribune. On ouvre les portes, c'est maintenant. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour ? Mathieu Faure, Nice Matin, SoFoot, Pierre Clément et Romain Bédouc, ici Paris Île-de-France. Messieurs, dames, bonjour. Salut Bonjour. Bruno. On n'a pas Non, Mathieu. On n'a pas Mathieu, on a perdu Mathieu. Il est Mon tout- chouchou, moi, c'est Marco Simone des deux clubs. Parce que Eh, Georges Weah, j'y vu comment pensais, il est moi parti, vu comment il est parti de Paris, je le mets même pas dans ma liste. Mr. George. Et Marco Simone pour son but de mai 99 contre Marseille. Et puis j'aime beaucoup le monsieur qui habite ici encore, que je vois souvent. Et c'est un mec, je trouve que sa première saison au PSG, elle est tellement exceptionnelle que moi, c'est Marco Simone, mon chouchou. Et qui entraîne les Ouais. féminines du Ouais. côté de Ouais, Monaco. de Une l'AS équipe Monaco. féminine, mais c'est pas les féminines de l'AS Monaco. D'accord. C'est une autre équipe féminine à Monaco. À Monaco, hein. Il y a un Ouais. projet en fait qui est en train de se Ouais, créer. ouais. Très bien. Vous, autour de la table ? Ouais, Ludovic Julie. ouais. Mais Yuri, c'est vrai que moi je me bien Yuri. quand j'étais petit. Le Snake. Et Marco Simone, moi j'ai revenir sur Marco Simone. Quand je suis devenu attaquant pour des joueurs comme Marco Simone. Très bien. Quand T'as j'étais petit. pas eu la même carrière, mais Non. quand même, il y a quand même des buts qui ont été marqués par Non. Romain Bédouc. Ouais, en district des Yvelines, bonjour. Et donc Ludovic Joly, ma gauche. Ouais, bah parce que tu sais, moi je suis pas la personne qui a les 30 noms dans la tête. Donc le premier qui m'est C'est venu, pas c'est facile, c'est hein. Ludo Julie. En vrai, c'est pas facile. Bah il y en a hein. beaucoup. Là, je me en lance vrai. pas dans le concours. Hein. Je suis Ouais. nul là-dessus. À Personne n'a chaque fois... choisi Levin Kurzawa, bizarrement. Ouais. je sais pas pourquoi. Ni Ali. Ni Kylian. Ah, Étonnamment. c'est vrai, les On y C'est a vrai. même pas On avait pensé. oublié. Ah ouais, c'est vrai. Il est passé par Paris Saint-Germain. Apparemment, Ah, je savais il pas. paraît, ouais. Ah la Je savais vache, pas. l'espèce de Je voile savais qui pas, est non. passée, tu Je sais. te jure. Bon, ça c'est fait.
Kiki, on n'avait pas prévu de parler de toi, mais voilà, c'était une petite balle perdue. C'est ça. Kylian qui a raté un match avec le Real Madrid qui a été étincelant. Je sais pas s'il y a un lien de cause à effet. Qui a joué collectif. Ça, c'est très intéressant et important à le dire. Et que vous avez vu, il n'a pas parlé de Gérone qui joue ce soir contre le Barça. Ah non, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? En même temps, tu l'as lancé. Derby catalan. C'est vrai. Derby catalan, très beau match. Vous avez quoi à faire le lundi à 21h? Gérone Barça. Mes bagages pour partir à Monaco. Attends, il y a les JO, arrête, Romain. Ça se trouve, il reste un peu de patinage artistique. Et du hockey sur glace. Il y a les barrages. Excusez-moi, je préfère Gérone Barça. Bref, juste pour ceux et celles qui nous écoutent et qui disent mais pourquoi Bruno est là alors qu'aujourd'hui, normalement, Ligue des Champions, veille de match, il est toujours en déplacement. Pas de Monaco. Cette fois-ci, on ira demain. C'est pas petit match, c'est simplement que je voulais être aussi avec vous dans cette tribune. Allez, défaite, c'était vendredi soir, on l'a vécu sur l'antenne d'ici Paris-Île-de-France. Défaite 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Paris en dedans, à côté, la tête à l'envers, très bizarre comme prestation. On pensait vraiment que ce Paris Saint-Germain allait se relancer complètement après sa victoire étincelante face à Marseille. Et on s'était dit, allez, c'est parti, et ce sera une formalité du côté de Rennes. Non, patatras. Le Paris Saint-Germain, mis à part un petit but d'Ousmane Dembélé, pourtant a eu des occasions, mais Paris s'est mis dedans. On va débriefer tout ça, c'était vendredi. Paris a perdu la tête du championnat, c'est Lens qui est passé devant, Lens qui en a profité, qui est allé coller 5-0 Paris FC. On remercie le Paris FC quand il faut compter sur vous. Vous n'êtes jamais là du côté du Paris FC. C'est quand même, franchement, tu te dis, allez, faites-nous un truc une fois. Les seuls trucs qu'ils ont fait de la saison pour un peu enquiquiner, c'est de battre le Paris Saint-Germain en Coupe de France pour se faire sortir après par Lorient. Bref, ça c'est autre chose. J'avais envie de le dire. Bruno adore le Paris FC. Ah non, moi, apparemment, je sais pas si vous avez c'est pas mon truc. Vraiment, si le Red Star monte, j'aurais plus d'affinité pour le Red Star, je t'assure, que pour le Paris FC. Les amis, petit tour de table. Allez, on attaque avec Matt Ford. Ton j'aime ou ton j'aime pas, c'est la nouveauté. Ou un j'aime ou un j'aime pas, mais pas les deux. Un j'aime sur ce match, c'est compliqué parce que je crois que ça fait longtemps que je n'étais pas sorti d'un match aussi énervé. Le j'aime pas, je suis très inquiet pour notre ami Achraf Hakimi qui, je trouve, n'a absolument pas du tout d'essence dans le moteur. Et depuis son retour de la CAN, fait des matchs abominable et on ne reconnaît pas le joueur, donc il avait une grave blessure. Est-ce qu'il est parvenu trop vite? Mais je trouve qu'il est sans jus, sans idée et c'est presque un fantôme, mais j'en reviens presque à préférer Achraf Hakimi latéral droit en ce moment, quoi. Il m'a fait encore beaucoup de peine. Warren, tu préfères Warren à la place d'Achraf? Je trouve qu'en ce moment il te sert à rien Hakimi sur ce côté droit avec l'état physique qu'il est, donc ça me fait beaucoup de peine pour lui. C'est vrai que quand Mathieu nous dit pas d'essence dans le moteur, Pia, pour un joueur comme Achraf, ça fait bizarre, et surtout à son poste, c'est tellement énergivore que quand il en a pas, ça se voit très vite. Ouais, ce qui est marrant, c'est que je crois que c'est sur le match contre Rennes, à un moment, je me dis, tiens, on voit énormément Nuno Mendes, on voit beaucoup moins Achraf. Et en fait, je vais voir les stats, on doit être à 1 heure de jeu. Et en fait, ils ont exactement le même nombre de ballons touchés. Sauf que ceux que Achraf touche, en fait, on les remarque pas parce qu'il a moins d'impact, il pèse moins sur le jeu, il est moins créatif, il défend aussi moins bien, même si Nuno Mendes n'était pas au top de ce côté-là contre Rennes. Mais après, moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup trop alarmiste en fait, ce que tu viens de dire, Mathieu. Enfin, ça paraît tellement logique par rapport à ce qu'il a traversé, Achraf, qu'il soit moins bien. On entend dire aussi par les préparateurs physiques que ce genre de joueur qui a un coffre de fou, qui court énormément, pour retrouver son meilleur niveau, il faut qu'il joue. On n'a plus qu'un match par semaine, donc moi je me dis, il faut juste le laisser jouer, le laisser reprendre tranquillement ses esprits, ses jambes et tout. Et ça m'inquiète pas plus que ça. Par contre, sur le constat du fait qu'actuellement, on n'a pas le Achraf qu'on a connu ces 3 dernières années, c'est une évidence. Et on fait quoi alors, Romain? On lui dit assieds-toi tranquillement, ou est-ce qu'on va vers ce que vient de dire Pia et on le continue à le faire jouer, même si c'est compliqué? Parce que je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur le naufrage d'Ilia Zabarni, mais je pense que Ilia Zabarni couplé à un Achraf Hakimi pas en forme, ça te fait un truc, un peu une belle mélasse côté droit, quoi. Je suis un peu partagé parce que sur ce qu'il faut faire pour Achraf Hakimi, puisque je suis d'accord avec le constat. Je pense pas que ça soit un manque d'essence, je pense que c'est un vrai manque de rythme. Et quand il y a eu le carton rouge, quand il a pris son carton rouge, moi j'avais tweeté pas sur le fait que ça allait être embêtant de pas avoir Hakimi face à Marseille, j'avais plus tweeté sur le fait que en fait là Hakimi, il va avoir 12 jours sans match.
Et en fait, c'est relou parce qu'il a besoin, en fait, juste d'enchaîner, d'enchaîner les rencontres pour retrouver le rythme. Et en fait, ça revient à ce que tu dis, Pia, sur le fait qu'il n'a pas de ballon marquant. C'est parce que, en fait, il est un peu à contre-courant de tout le reste, quoi. En fait, et il y a des moments où il va faire des courses, donc tu sens qu'il peut courir, mais que c'est jamais véritablement coordonné comme ça devrait être coordonné. Il y a des moments où il fait des appels, mais à contre-temps, qui sont pas bons, et donc il n'est pas servi. Et donc, en fait, il faut effectivement qu'il enchaîne les rencontres pour retrouver le rythme et donc pour retrouver au fur et à mesure son niveau. Maintenant, le problème, et on y reviendra quand on fera le débat sur la formalité, c'est que je suis pas certain qu'un match de Ligue des Champions, un barrage de Ligue des Champions, ça soit un match qui doit servir pour remettre au niveau Hakimi. Donc je sais pas si je suis vraiment dans l'inconnu. Là, tu es en train de me dire que tu hésites entre un Warren ou moi, si tu me demandes le joueur qui est le plus au niveau pour démarrer un match de Ligue des Champions, actuellement au poste d'arrière droit, pour moi, c'est Warren Zaïre-Emery. Ouais, mais ça, c'est si tu regardes que le poste de latéral. Après, tu fais quoi au milieu? T'as pas Ruiz, t'as pas Mayoulou. T'as plus de solutions. Tu mets Kanguilny, tu peux mettre Désiré Doué s'il a envie de jouer. Ou Désiré Doué, c'est vrai que Désiré Doué, c'est une solution. Non, t'as plus de solutions potentielles qui peuvent. Il y en a que 3. Il y a Kanguilny, il y a Dro Fernandez et Désiré Doué. C'est les 3 seuls. Oui, qui sont là avec Vitinha et Neves. Ouais. Mais voilà, moi je trouve que actuellement, effectivement, c'est Warren qui est le meilleur joueur arrière droit au 16-17 février 2026. C'est dingue de dire ça. Mais en même temps, pour retrouver Hakimi meilleur arrière droit, il faut qu'il joue des matchs. Donc c'est un peu savoir il faut faire une pondération des deux et ça, Luis Enrique, il décidera. Oui, Pia, court. Juste, je jette un œil à la heatmap de Hakimi sur le match contre Rennes pour voir un peu s'il a autant été au milieu de terrain que d'habitude, et pas du tout. En fait, sa heatmap, elle est complètement cantonnée à la ligne sur le côté droit. Donc c'est aussi, peut-être qu'il est aussi revenu à un rôle un peu plus classique, entre guillemets, de latéral, justement parce qu'il n'a pas les cannes et le coffre pour faire plus, quoi. Tout le terrain. Regarde la heatmap. Mais là encore, là où c'est intéressant, une heatmap. Tu vois, c'est vraiment c'est tout jaune sur regarde, le Romain. côté. En fait, excusez-nous, on fait le truc entre nous. Je te crois. On verra après. Arrête, on va tout casser. On l'invite une fois comme débatteuse, elle nous arrache les ordinateurs. Mais ce qui est intéressant avec une heatmap, c'est que ça matérialise là où le joueur touche le ballon. Ça ne veut pas dire qu'il a été à chaque fois que dans le côté droit. Moi, je pense vraiment qu'il a fait des appels dans l'axe, sauf que et notamment en première période, j'ai plusieurs exemples où il y a ça, sauf qu'en fait son appel il est pas bon, donc il est pas servi, et donc en fait il touche pas le ballon au milieu de terrain. Mathieu, juste pour terminer, toi tu mets Warren demain, je rappelle, on est lundi, on enregistre, il est 14h, mais vous avez peut-être écouté le podcast demain sur la route en allant au match ou dans la journée. Toi tu mets Warren à droite ou tu retentes et tu continues et on continue avec Achraf? Moi, je mets Warren milieu de terrain parce que tu es tellement déplumé au milieu que tu n'as pas trop le choix. Parce que Doué, en ce moment, à part que j'ai envie de le tabasser, il ne mérite pas de jouer. Dro, il fait 50 kilos. Et Eli, je ne sais pas si c'est une option intéressante dans le cœur du jeu. Donc, tu n'as pas le choix parce que tu as un effectif tellement ténu avec des blessés que tu es sur un fil surtout. Donc malheureusement, je mets Hakimi à droite. Et puis Hakimi, il y a un contexte de perte de finale de la CAN chez lui où j'ai l'impression que le Maroc, ils se sont mis une pression, mais de dingue, qui a dû vraiment puiser beaucoup d'émotions. Et je ne sais pas comment ils sont ressortis de cette compétition perdue en finale chez eux, alors qu'ils n'ont pas gagné depuis 50 ans. Lui, c'était vraiment un objectif extrêmement important de saison, limite le plus important. Donc je ne sais pas dans quel état d'esprit il est revenu de cette CAN où ils ont perdu en finale, quoi. Donc ça, peut-être ça joue aussi sur sa manière de récupérer, d'être un peu dans le dur, quoi. Luis Enrique l'a dit dans une conférence de presse qu'il parlait à peu près tous les jours avec Achraf Hakimi. Et qu'il fallait qu'il retrouve le plaisir de jouer au foot quand même. Il a dit ça, Luis Enrique. Donc beaucoup de discussions. Il y a un impact. C'est comme pour le pare-brise. T'appelles Carglass, c'est normal, ça doit changer. Si c'est plus gros qu'une pièce de 1 euro, problème. Si tu regardes Aguerd, il est dans le même état à Marseille. Non, mais il faut imaginer le trauma que ça a été. Non, mais je sais bien. C'était un traumatisme. Je l'ai bien compris. Mais et d'un point de vue physique, on rappelle qu'au Maroc, il n'a pas joué les 2 premiers matchs de la CAN, alors que au moment où il se blesse, ils avaient tous dit l'objectif c'est les Comores qui était le premier match de la CAN du Maroc. Il n'a pas joué les 2 premiers. Ensuite, il est revenu, il a joué une demi-heure. Après, il a joué que 60 minutes. Ils ont mis
voilà, ils ont pris des précautions pour que Hakimi soit au niveau sur la fin de la compétition. Donc, effectivement, ça a peut-être pris des risques pour toute la suite de sa saison, mais le Maroc, ils n'étaient pas non plus inconscients au point de se dire, on peut le péter pour la fin de saison. Il y a une Coupe du Monde en fin de saison où Hakimi peut avoir une importance pour le Maroc. Donc, ils ont vraiment, pour le coup, moi j'étais assez craintif et j'ai l'impression que ça a vraiment été fait en intelligence. Maintenant, l'impact moral de la défaite en finale dans tout le contexte qu'on connaît en prolongation, etc., avec tout ce qui s'est passé, effectivement, c'est difficile à mesurer. Voilà, le paquet, il est cassé. Hein. Ils nous l'ont envoyé un peu éclaté. Pia, avec toi, ton j'aime pas, est-ce que l'on est positif ou est-ce qu'on a trouvé du négatif ? Non, je vais être positif parce que je me suis dit que j'allais revoir en caméra isolée avec mes yeux, en yeux isolés. J'ai assisté à la scène. Les 21 minutes de jeu de Dro Fernandez parce que, en fait, comme ça, au feeling, tu vois, en voyant le match, en le commentant, donc pas forcément dans un détail très, très, très précis, j'avais été à nouveau très agréablement surprise par ce que j'avais vu. Et donc, j'ai revu ces 21 minutes en restant focus sur lui et franchement, j'ai énormément aimé, quoi. C'est d'abord, premièrement, tu vois un mec, il y a aucun signe de stress dans son jeu. Aucun. Il n'y a pas de coup de speed. Tu sens un mec qui est hyper connecté avec ce qui l'entoure. Il est très, très connecté du regard avec Vitinha. C'est pas forcément réciproque, mais lui, il est tout le temps, le regard sur Vitinha, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va anticiper, etc. Il permute avec Kanguini d'une façon hyper fluide. Donc, c'est quand même vachement intéressant. Il a une attitude aussi. Tu vois, Luis Enrique dit toujours en conférence de presse, il faut pas que mes joueurs soient à plus de 100%. C'est trop, il faut être à 100% le jour du match, mais pas plus. Et lui, il dégageait vraiment ça. Il dégageait quelqu'un d'assez sûr de son football. Il y a eu des moments, il y a eu un 1-2, par exemple, avec Kanguini, qui a failli aboutir à un but qui était vraiment incroyable. Il reçoit parfois le ballon, il est dos au but, il reçoit le ballon et il joue en une touche de balle de façon hyper naturelle. Et donc, il accélère à chaque fois le jeu. Et puis voilà, il fait un moment une petite talonnade, une déviation en talonnade dans le coin du corner droit et qui est aussi vachement intéressant parce que le ballon arrive où il doit arriver. À un moment, il fait une accélération. Il a deux défenseurs rennais qui sont sur ses côtes. Il arrive à garder le ballon et il arrive à faire une passe alors qu'il est en déséquilibre. Honnêtement, le seul truc que j'ai pas vu sur ces 21 minutes, c'est des gestes défensifs. Le contexte, c'était pas non plus, c'était le PSG qui était un peu à l'assaut de la cage rennaise, donc il n'y a pas eu beaucoup de trucs défensifs à faire. Mais franchement, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vu. En tout cas, ils étaient deux dans ce studio ou dans la bande pour distribuer un bon point à Dro Fernandez. Toi aussi, Mathieu, tu as aimé la prestation, en tout cas l'entrée du jeune Espagnol qui fait ses premières minutes avec le PSG. C'est plutôt un j'aime par défaut parce que le match est tellement horrible et qu'il n'y avait rien à se mettre sous la dent que tu es obligé de picorer dans 4 talonnades et 2 passes bien senties d'un gamin de 40 kilos qui est là depuis un mois. Donc c'est aussi pour souligner la tristesse du match qu'on a fait. Et oui, tu sens qu'il a une justesse technique au-dessus de la moyenne pour son âge et que tu comprends pourquoi Hansi Flick le tenait en haute estime et que c'est la formation milieu de terrain barcelonaise dont techniquement et même tactiquement tu sens qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais de là que je m'enflamme sur ce qu'on a vu pour l'instant, pas trop. Mais c'est surtout que c'est le seul éclair un peu dans la nuit de vendredi parce que j'avais envie de tout jeter, quoi. J'ai trouvé tous les joueurs absolument nuls. Et donc il n'y a que lui un peu qui amène un peu de sourire dans cette soirée terrible, quoi. Sur X, je me rappelle d'un de tes tweets en disant j'ai envie de casser ma télé. T'en étais là. Romain, ton j'aime ou ton j'aime pas, s'il te plaît. Moi, je vais être un tout petit peu plus positif que Mathieu. Il fait pas le match du siècle, mais en fait, on banalise les très hautes performances de Pacho. Il est fautif quand même sur. Alors, il y a le premier but où effectivement, il se fait prendre par la première feinte d'Altamari. Mais en fait, quand tu te dis que ça part d'une tentative d'intervention de Nuno Mendes, je sais pas ce qu'il faisait. Bref, je sais pas ce qu'il faisait. Et donc, il a été lobé. Le ballon est touché par un. Oui, mais il fait un geste où il pense qu'il peut l'avoir et en fait il l'a pas. Et puis donc en fait Altamari passe devant lui et donc Pacho est obligé d'être un peu sur le reculoir. À côté de lui, il y a un mec. C'est un débat. Voilà, c'est un débat dans l'émission. Voilà. On a parlé de Hakimi qui est pas en forme physique actuellement. Donc en fait, le seul référent défenseur, c'est Pacho. Et j'ai noté le nombre d'interventions de Pacho. Non, j'ai plus le nombre, mais à chaque fois pendant le match, je me suis dit
Ah mais en fait là il contre un truc qui est hyper important, s'il n'était pas là, il y aurait pu avoir une situation. Ah mais en fait là il coupe une trajectoire, heureusement qu'il est là. Ah, en fait là il gagne un duel, et en fait tu te retrouves avec une avalanche de occasions qui ne viennent pas parce que Willian Pacho est le référent défensif de cette équipe-là. Et franchement, il dégage, même avec des joueurs qui sont soit pas en forme, soit pas dedans comme Nuno Mendes sur ce match-là, soit fébrile comme Zabarni, il dégage quand même une forme de sérénité et de truc où tu te dis ouah, ça limite la casse. Heureusement, ça limite la casse et heureusement que Pacho est là. Donc voilà, je voulais ressortir son match parce que, mine de rien, c'était le seul élément défensif sur 11 joueurs de ce match-là. Et il ne faut pas sous-estimer que quand Nuno Mendes et Hakimi sont là, ils ont un véritable apport défensif. Il y a des vrais retours de la part de Nuno Mendes, de la part d'Hakimi, qui sauvent des ballons. Et donc, en fait, quand ils ne les font pas, c'est un autre défenseur qui doit essayer de compenser ça. Et le seul qui le fait, c'est Pacho. Donc, je voulais rendre hommage à son match, même si, effectivement, sur le premier but, il se fait un peu prendre parce qu'il est obligé d'être sur le reculoir. Habituellement, quand Mendes se foire totalement dans son couloir, c'est quand il est à côté de Beraldo. Et c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de le voir sombrer à côté de Pacho, mais Pacho a rattrapé un nombre de coups incalculable. Je crois que c'est la semaine dernière dans ce podcast où j'ai dit qu'il y a 3 joueurs sur qui on a compté toute la saison, depuis le début de la saison. C'est Pacho, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. C'est nos trois solides. C'est la team solide, les 3 soldats. Sur Pacho, en fait, quand il est sur la feuille de match, on est rassuré. Même si ça a sombré ce vendredi soir. Sombré, vous êtes Non, fort. ouais, non, ils ont encaissé 3 buts, quoi. Pardon, je vais être grossier, ça m'emmerde quand même d'être allé perdre 3-1 dans une équipe complètement claquée, avec un entraîneur, il faut respecter, il a passé ses diplômes, mais le type est quand même entraîneur d'une Nationale 3. Je sais pas, non? Oui, non, mais ok, mais tu prends. Enfin, il faut voir les circonstances des buts que tu prends, mais oui. On les a peut-être pris de haut alors. Ou sinon, c'est peut-être nous qui. Moi, on y viendra sur le troisième débat. Y a-t-il un excès d'individualité? Non, c'est même sur la formalité, etc. Très bien, on y revient. En tout cas, je pense que quand tu dis qu'il y a 3 joueurs sur lesquels on a pu compter depuis le début de la saison, t'oublies quand même Marquinhos. Hein. Parce que regarde ce qui se passe quand il n'est pas là. Bah oui. Parce que d'habitude, Pacho, il arrive à gérer Nuno Mendes parce qu'il y a Marquinhos à sa droite. Là, il a à sa gauche Nuno Mendes qui est pas dans un grand jour défensivement, et à droite, il a les 2 qui sont pas bien non plus. Donc en fait, là, pour le coup, il était vraiment tout seul. Et c'est vrai que quand Marquinhos n'est pas là, que ce soit Zabarni, Beraldo ou en fait n'importe qui d'autre, c'est pas la même défense du tout. Donc voilà, je voulais juste dire ce petit mot. Je suis pas d'accord. Je sais, sur Marquinhos, il y a toujours des débats, mais moi, je comprends pas ce qu'on lui reproche à Marquinhos. Je suis curieuse, Mathieu. Il est fébrile aussi. Regardez la saison qu'il fait depuis le 31 mai, et voilà, il a pas fait un bon match, il est retourné dans ses dis-moi un bon match qu'il fait. Regarde la finale qu'il fait, Coupe intercontinentale. Le penalty ridicule qui déclenche. Newcastle, la fin de match, il est catastrophique. Franchement, on n'a pas retrouvé le Marquinhos de l'année dernière parce que c'est normal aussi. Avec tout ce qu'il a vécu, il a pété un plafond de verre. Il a été chercher des choses extraordinaires. Et en plus, il a été extrêmement bon dans son rôle de capitaine. Mais depuis le début de saison, je le trouve vraiment très moyen. Il n'y a pas un seul bon match. Et donc, à un moment donné, si Zabarni aussi, il n'est pas bon, et Marquinhos, il n'est pas bon, Pacho, il est tout seul parce que c'est le seul défenseur de haut niveau dans cette équipe et que ça va poser un problème pour l'été prochain parce qu'il y a vraiment un défenseur central droit titulaire à aller chercher parce que Marquinhos, je pense qu'il est temps de refermer la page. Il a été chercher les 500 matchs, tout ça. Merci, au revoir, va en Arabie Saoudite et tout le monde sera content. Oui, mais alors là, il y a un problème. Non, mais attendez, les amis. Là, il y a un problème, Mathieu. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Parce que là, il y a un mec qui était recruté pour ça. Il y a un mec qui, quand même, été recruté à 65 millions d'euros pour venir, justement, mettre en concurrence Marquinhos, mais qui ne le met pas du tout en concurrence et qui te fait même dire que heureusement que Marquinhos est là. Il est là le problème, Romain. Tu veux qu'on fasse le débat Zabarni? C'est pour ça, on y arrive sur Zabarni. Zabarni, après 6 mois à Paris, quel bilan? Ça commence maintenant. Voilà. T'as interverti les... Bah oui, je suis obligé, vous m'embarquez là-dessus. En tout cas, sur Marquinhos, je suis pas du tout d'accord avec Mathieu. Mais on va y revenir. Mais c'est intéressant, justement. Fini. Donc non, mais c'est tout. Je suis pas du tout d'accord. Pour moi, il est pas du tout en train de faire une mauvaise saison. On a une équipe qui joue moins en équipe, donc ils ont plus de trucs qui arrivent sur la défense que l'année dernière, ça clairement. Mais je vois pas en quoi sa saison elle est moins bonne en fait. Mais je sais, il y a plein de gens qui disent ça, mais je sais pas. Parce qu'il y a des interventions qu'il ne fait pas ou sur lesquelles il est dépassé. Il y a des moments où il y a des mauvaises relances dans des zones très dangereuses qui font que. Et en fait, le problème et c'est l'ingratitude des défenseurs, c'est que dès que tu fais une erreur, ça se voit. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est le propre, pas que de Marquinhos, c'est le propre de tous les défenseurs. L'année dernière, on avait une équipe qui récupérait tous les ballons, avant le milieu de terrain. L'année dernière, moi, je trouve qu'il y a des prestations de Marquinhos qui sont couvertes par Pacho. Parce que je te prends le retour à Aston Villa.
Marquinhos, il fait flipper, hein. Alors, Vraiment. c'est vrai, Et pour il y le a coup, des- c'est vrai qu'on ne se dit jamais la prestation de Pacho a été couverte par Marquinhos. C'est Ah vrai non, que ça, quand il y a. ça arrivera jamais, je Ça, pense. c'est. Mais, Bah, mais- en tout cas, ils pour n'ont l'instant. pas le même âge, mais ça, Oui. c'est vrai que pour le coup, Pacho est tout le temps au top. Il y a eu peut-être une exception cette saison, mais voilà. et donc, en fait, Mais On parle du match du Bayern. comment? Le match du Bayern de Marquinhos, on en parle. Ouais, c'était dur aussi. Il est en train de te Je faire veux toute dire, la ouais, fiche. Mais non, ouais, mais je c'est te vrai, il a jure, raison, je mais te moi je suis jure. d'accord. Moi, je sais pas, j'oublie au fur et à mesure. Mais donc en fait- il a Mais fait ça, quoi tu contre peux le pas Bayern oublier, ça, tu peux pas oublier, c'est du niveau de Thilo Kehrer. Non, mais Sur exagère pas non plus. l'échelle du Thilo mais le- Kehrer. Bah, Mais ils c'est sont vrai. gentils tous les deux, voilà. Non, mais c'est vrai. C'est Non, des mais bons c'est gars. vrai Mais que. gentil, c'est pas un métier. Hein. Je sais, En fait, Mathieu. je vais Sinon, peut-être t'aurais pas de expliquer- boulot. Je vais peut-être expliquer aussi la sévérité qu'on peut avoir sur, Alors qu'il est amour. sur Marquinhos. C'est Ouais. que pour moi, l'année dernière, Marquinhos, sportivement, ne fait pas une saison dingue. Mais elle est tellement haute dans l'aura et dans la manière dont on l'a regardé, parce que on était tous heureux pour lui de remporter ce trophée-là et d'avoir tout ce qu'il y a eu avec, que on l'a associé à toutes les performances stratosphériques des autres joueurs. Mais pour moi, Marquinhos, il est un cran en dessous, pas sur les prestations purement terrain sur l'année dernière. Pour moi, il est un cran en dessous. Et en fait, on l'a mis au niveau des autres. Et cette année, il y a une forme de continuité dans ses prestations, sauf que on le met plus au niveau des autres et on le voit encore plus. Et donc en fait, je pense on est un peu plus sévère effectivement à cause de ça, à cause de ce prisme-là, mais le fait est que ses prestations sont pas bonnes. Moi, je suis pas du tout d'accord. Et par rapport à l'année dernière, la saison de Marquinhos, en fait, on arrivait de deux saisons et demie, voire 3 saisons, où ça allait plus du tout, Marquinhos. Et honnêtement, avec la période Galtier, on avait l'impression qu'il avait totalement perdu le contact avec son plaisir de faire du foot et avec la science du football qu'il avait développé, notamment avec Thomas Tuchel, où il avait atteint un niveau quand même énorme, que ce soit en défense ou au milieu de terrain. Il y a Galtier qui arrive, on sent que le mec, il se dit, mais punaise, mais c'est quoi cette équipe, ça va pas du tout et tout, il perd complètement le fil. À partir du moment où Luis Enrique revient, petit à petit, on retrouve Marquinhos, et pour moi, je sais pas, peut-être que j'habite sur Mars ou dans une grotte ou j'en sais rien, mais pour moi, la saison de l'année dernière de Marquinhos, elle est exceptionnelle. Tu prends n'importe quel Sportivement, défenseur, mais si bien tu sûr. prends tous les trucs, si tu prends le global et avec obligé de prendre le global l'année leadership, dernière. non mais si tu rajoutes le leadership, l'aura, etc. Là-dessus, je peux aller dans ton sens et aller vers toi. Bon, Mais pour moi, sportivement, techniquement, juste sur c'est les, un des non, joueurs les sur les plus prestations propres terrain, de l'effectif, quoi. non, Bah, sur c'est les le prestations moins terrain, c'est fort. pas. Mathieu. Bah, des 11 titulaires de l'année dernière, c'est celui qui fait la moins bonne saison individuelle. Et de loin. Oui, moi je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Alors, Et de- c'est vrai et que de c'est un loin. des deux qui n'est pas nommé au Ballon d'Or. C'est vrai. Non, Mais encore heureux qu'il ait pas nommé au Ballon d'Or, il a pas un Pacho, match pas dedans, mais il y a une galaxie entre les deux. Ah oui. Mais c'est vrai que si tu prends le 11, il fait une moins bonne saison que Donnarumma, il fait une moins bonne saison que Nuno Mendes et Hakimi, il fait une moins bonne saison que Pacho, que Vitinha, que Ouais. Neves, que Fabian Ruiz, que Gvara ou Barcola, suivant ce qu'on et Dembélé, et Désiré Doué, peut-être Désiré Doué, parce que je pense que sa saison ne démarre qu'en deuxième partie de saison. Donc, mais oui, il est en dessous des autres sur la saison dernière. Ça ne veut pas dire que j'aime pas Marquinhos, parce que moi j'adore Marquinhos, je suis très heureux et très fier qu'il soit capitaine de cette équipe-là, parce qu'il dégage des C'est valeurs un bon que capitaine. j'aime, mais le fait est qu'en prestation terrain, oui, c'est moins bon. Et on va y venir sur le débat Zabarni. Ça rend les prestations de Zabarni encore plus mauvaises. Ne jamais. En fait, vous savez quoi? Il me voulait, depuis le match de Newcastle, parce qu'on prépare avec Romain les débats, et depuis le match de Newcastle, il voulait faire son débat sur Marquinhos. Il m'avait dit, va Ouais. quand même falloir s'occuper de Marquinhos à un moment donné. Ouais, Et moi, Newcastle, derrière, c'est pas bon, ouais. je disais à Bruno, Marquinhos, mais pourquoi Et Marquinhos pourquoi Marquinhos, c'est vrai. Voilà. Bref, en tout cas, on en a un tout petit peu parlé. On aura l'occasion d'en reparler, mais je vais aborder. On va parler de l'excès de confiance, du drama qu'on a eu le droit avec, bien évidemment, notre coach et Dembélé sur une petite déclaration de notre attaquant et Ballon d'Or. Mais pour l'instant, on va rester sur les défenseurs, je me permets. Et donc, Zabarni. Il y a Zabarni, et là, depuis 6 mois désormais au Paris Saint-Germain. Je sais que c'est toujours mauvais de venir mettre en avant le prix d'un joueur, mais quand même, ça a été un recrutement à certains chiffres, plus de 65 millions d'euros du côté de Bournemouth. Ça a été long surtout. Ça a été très long. Ça a C'était pris long du en temps. négociation. Comme Skriniar. Ouais, Ouais. c'est Ah ouais. Skriniar, c'était encore plus long. Ça Bah, a les- duré bah 2 ouais, ans. hein. Et ben les deux, Ouais. regarde, C'est incroyable. regarde ce que ça donne. Finalement, C'est- pour l'instant,
En tout cas, le bilan ne me semble pas bon. Le match a été vraiment très très compliqué pour Ilya Zabarny. On voit tous encore Zabarny se mettre sur les fesses, là, glisser. Mais vraiment, moi, ça m'a fait péter les plombs aux commentaires, vraiment. Il tombe pas sur les fesses, hein, mais il trébuche Voilà, et il a le genou parce qui qu'il fait un sur le truc truc de bizarre. Nordin, là. Ouais. Non, mais prendre un Arnaud Nordin, quoi. Sérieusement, enfin bon, bref, c'est vraiment une catastrophe. Et Zabarny est encore cristallisé, comme je le disais tout à l'heure, les critiques. Après 6 mois à Paris, quel bilan on fait? Alors, j'en ai un qui est bien vénère. On va le retenir 3 instants parce qu'il est déjà bien chaud, mais je le sais en fait. Il nous a déjà annoncé que sur Zabarny, il était déjà prêt, limite à monter spécialement à Paris pour le ramener quelque part dans un autre club. Je vais me retourner vers toi, Romain. Toi, le bilan que tu fais de Ilya Zabarny, ça a l'air d'être quand même compliqué pour lui de s'intégrer dans cette équipe de Luis Enrique. Même si Luis Enrique nous a dit tout va bien. Oui, Vendredi, il nous a dit que tout allait bien, tout était super. Et pour Chevalier et pour Zabarny. Il est pas bon le bilan. Non, je sais Il bien. est pas bon du tout le bilan. Mm. Mais sur le prisme des 6 mois, on nous a vendu un joueur qui peut alterner entre défenseur central et arrière droit. Non, c'est pas le cas. On nous a vendu un rock. C'est pas le cas. On nous a vendu potentiellement un relanceur. C'est pas le cas non plus. Un peu plus quand même que le reste. Sous pression. Quand il est sous pression, non, quand il est sous pression, c'est compliqué. Donc non, le bilan il est pas bon. Est-ce que ça veut dire que Zabarny va être mauvais toute sa vie? Je ne sais pas. Les jurisprudences, Fabian Ruiz, Kanginli, tous les mecs qu'on a enterrés au Paris Saint-Germain et qui en fait sont redevenus des super joueurs et des éléments importants de cet effectif, il y en a. Donc je dis juste à date, c'est pas bon. Et on a parlé de Marquinhos et de la fébrilité que parfois on pouvait avoir en regardant Marquinhos, mais là où on va être d'accord, Pia, Mathieu et moi, c'est que si on a le choix pour le match demain face à Monaco, on va mettre tous les jours Marquinhos à la place de Zabarny. Alors qu'il y a des moments où les prestations de Marquinhos, s'il y avait eu un concurrent un peu plus... Tu vois, tout à l'heure, on parlait d'Hakimi. Hakimi, il n'est pas en forme. On voit l'hypothèse Zahir Emery qui n'est pas déconnante, parce que Zahir Emery était bon au poste d'arrière droit. Si Zabarny il avait été bon depuis le début de la saison, Marquinhos un peu moins bien, ça se trouve, on se serait dit, allez, on peut le tester. Ça s'entend. Là, ça s'entend pas du tout. Ça s'entend pas. Il ne gère pas bien la distance et l'espace qu'il y a dans son dos quand il y a des ballons en profondeur. Je trouve que sur l'homme, il fait des fautes un peu bêtes. D'un point de vue relance, oui, effectivement, quand il a le temps, ça va pour faire des passes à côté, mais il n'a pas de gelon. Et puis quand il est pressé, c'est tout de suite un peu plus des passes à rebond, etc. Non, le bilan, il n'est pas bon. Et je dis pas que ça va rester comme ça, parce que maintenant, il faut prendre des pincettes surtout. Mais je dis pas que ça va être comme ça tout le temps. Mais le fait est que là, maintenant, à date, c'est pas une solution pour être titulaire dans ce PSG. Et même un PSG qui n'est pas au niveau de celui de l'année dernière. Il y a Zabarny, Pia, qui pour l'instant, effectivement, on sait ce qu'on se disait, Marquinhos, il faut lui trouver un remplaçant. Pour l'instant, on l'a pas. Enfin, c'est pas le remplaçant annoncé, attendu. À ce stade, on n'a pas de remplaçant ni à Marquinhos ni à Pacho. Mais est-ce qu'on n'a pas pris un voile, entre guillemets, devant les yeux avec Pacho, qui est arrivé, qui a pris les clés de la voiture, c'est qui a démarré le c'est truc. clair que si tu prends Pacho comme référence, tout est faussé. Voilà, parce que Pacho, c'est l'exception qui confirme la règle, c'est le truc qui n'arrive jamais. Même nous, on se pince pour se dire voilà, à quel point c'est incroyable son adaptation. Après, sur Zabarny, je suis désolée, peut-être je suis un petit peu cucul à praline, mais là encore, je trouve que vous êtes trop jusqu'au boutiste dans l'analyse. Effectivement, il y a des scènes, enfin voilà, quand il trébuche alors qu'il est en plein duel à la course face à un Rennais, t'as envie de le baffer, quoi. Mais surtout, t'as envie de dire, mais qu'est-ce que tu fais avec tes pieds? Enfin, il a des grands compas, un peu lourds, pas aussi lourds que Skriniar, mais voilà, t'as l'impression qu'il est pas très bien coordonné et tout. Mais quand je regarde sa saison et quand je regarde ses prestations, je vois quand même un petit quelque chose. J'arrive pas à me dire qu'il est nul. Skriniar, c'est pas qu'il était nul, c'est qu'il était cuit. Et ça se sentait. Il n'avait pas de vitesse, il avait rien. On sentait qu'il était bloqué du dos. Enfin, ça se voyait qu'il allait pas bien. Zabarny, je me dis, il y a un truc, mais clairement, il a du mal à se mettre dans le bon état d'esprit pour moi, parce que il se déclenche pas assez mentalement. En fait, il est trop attentiste, il est trop maladroit. Il est pas dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est déter et qui veut à tout prix faire sa place. Et moi, c'est ça qui me dérange le plus. Mais c'est aussi ça qui fait que je me dis peut-être que
c'est une personnalité qui a besoin de plus de temps. Je vais encore revenir là-dessus, mais je me souviens d'avoir lu des articles, des interviews de lui après son arrivée à Bournemouth, où il racontait son adaptation et où il disait, quand je suis arrivée à l'entraînement là-bas, ça allait tellement vite, j'étais complètement perdue pendant 2 mois, j'ai mis vraiment du temps avant de m'adapter à la vitesse de transmission. Le mec, il arrive de Bournemouth, il se retrouve dans le PSG champion d'Europe. Je pense qu'il y a eu un petit gap aussi au niveau de la vitesse des transmissions et de ce qu'on lui demandait, voilà. C'est pour ça que moi, je mettrais quand même un bémol et j'ai envie de voir la suite quand même. Mais à date, à 100%, je suis d'accord avec toi. Évidemment que demain, je mets Marquinhos, bien entendu. Je me pose même pas la question, quoi. Elle est mère. Grosse daronne. Mais ça marche pas avec tout le monde. Bien, mais il y a des gens avec qui je suis plus. Non, mais c'est bien. Mais bon. Tu peux être plus radical, mais là, très franchement, elle n'est paix et amour pour Zabarni. Par contre, j'en connais un autre qui est moins paix et amour. Je suis pas sûr que les arguments de Pia t'aient convaincu, Mathieu, sur ce genre de profil. C'est vrai que l'adaptation, on peut comprendre qu'un joueur mette 4, 5, 6 mois à se faire, même une saison complète à se faire à son équipe, non ? Oui, bah, en plus, tu regardes Bournemouth, tous ceux qu'ils ont vendus cet été, ils sont nuls dans leur club. Vrai, Que ce soit Huijsen, Kerkers à Liverpool, Zabarni, c'est peut-être un truc à la Atalanta Bergame où les joueurs, c'est des machines chez eux, puis dès qu'ils sortent de là-bas, ils sont bidons, quoi. Mais moi, je trouve une qualité vraiment indéniable, c'est qu'il est extrêmement beau. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est nul. Je suis désolé, il est vraiment nul, quoi. Le mec, il fait 2 mètres, il a des épaules de déménageur, il a frayé avec tous les Golgoth de Première Ligue et il prend pas un ballon de la tête, il gagne pas un duel, il fait peur à personne. Donc moi déjà ça m'effraie et aujourd'hui c'est même pire. Demain Marquinhos s'il est pas là, et ben je préfère partir avec Beraldo à la guerre qu'avec lui. Oula. Je lui trouve vraiment mais aucune qualité. Il respire la peur déjà, il a une gestuelle et une technique défensive qui est abominable. Je veux dire, le recul frein sur le 3e but, il est catastrophique. Ce qui se fait prendre par Nordin, il est tout seul, il arrive à se mettre le bouillon. Mais il est pas adapté. Donc je ne sais pas si l'aventure est définitivement finie pour lui, parce que peut-être que tu peux lui relancer une saison, puis en plus de toute façon c'est invendable avec son salaire et le prix. Toi, je suis moins inquiet pour son avenir à moyen terme que Lucas Chevalier, qui pour moi est complètement mort de chez mort. Mais par contre, ça met en avant que le mercato d'été, il est complètement raté. Et en plus de ça, il a affaibli vraiment l'équipe de manière impressionnante, quoi. Donc aujourd'hui, tu as une équipe bancale qui est beaucoup moins forte que l'année dernière parce que tu as complètement raté ton mercato d'été. Et lui, c'est un peu le symbole avec Lucas Chevalier parce que c'était des choix forts qui devaient remplacer des joueurs majeurs. Et là, à date, c'est impossible qu'il rentre même dans la rotation de manière importante. Là, j'ai envie de te dire, contre Metz, j'ai même pas envie de le voir, hein. Mets-moi Beraldo et je sais pas qui en charnière centrale, je veux pas voir cet homme-là. Pourtant, tu vas l'avoir. Hein. Tu vas avoir Beraldo une bonne et Zabarni. Ouais, tu vas avoir Beraldo, Zabarni, c'est Auxerre, Metz, c'est pour eux ça. Tu voulais réagir Oui, parce que sur le match de Rennes, j'entends qu'on retienne le mauvais contrôle, après il trébuche et donc ça donne le face-à-face de Nordin. On rappelle que ça donne pas but, hein, parce que Nordin il tire à côté à ce moment-là. Mais le plus inquiétant pour moi, c'est le 3e. Hein. C'est vraiment le 3e but. Ou le 3e de but. La tête où il est devant le joueur. D'abord où il couvre le hors-jeu sur Ludovic Blas. Ensuite, il intervient pas et donc après, Ludovic Blas il peut centrer et ça fait but de Mbolo. C'est là où il est plus inquiétant parce que c'est quand tu défends et que tu fais une faute d'inattention ou que tu trébuches, etc. Ça peut arriver. Bon, ok. Ça lui arrive souvent. Faut le dire. C'est vrai qu'il y a une coordination qui est un peu bizarre et ça lui arrive souvent. Mais là, le 3e but, c'est une pure action de défenseur. C'est une vraie action de défenseur où tu dois prendre ton espace, tu dois cadrer, savoir quel joueur tu dois prendre, etc. Il recule beaucoup trop, il couvre leur jeu, il est trop loin après de Blas. C'est des trucs de défenseurs centraux. C'est vrai qu'on sent un déficit de science du jeu, en fait. C'est l'impression qu'il donne parfois. On se dit, mais il a encore des choses à apprendre. Mais il n'a pas vraiment l'âge d'un joueur qui a encore des choses à apprendre de ce niveau-là, quoi. Il est jeune quand même. Ah ouais, mais normalement, 23 ans, tu sais que tu dois pas mettre les 2 mains sur l'attaquant. C'est infernal, ça. Quand il plaque ses mains derrière l'attaquant, ça devient. Mais moi, quand il y a un duel de Zabarni dans la surface de réparation, je suis quasiment sûr qu'il y a faute. C'est quand même fou, quand même. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas plus de pénalty qui soit sifflé contre lui, honnêtement. C'est quand même assez dingue qu'on se dise ça, où tu te dis, ah putain, là, il y a une densité dans la surface, là, il y a un duel face à Zabarni, il y a une grande chance qu'il y ait pénalty. Et accessoirement, sur le premier but contre Rennes, il est au marquage, il est devant le joueur rennais,
il fait une tête de plus et c'est pas lui qui prend la tête, c'est le mec derrière lui. Donc s'il avait par exemple reculé de 30 cm, il la prenait. Ouais. Bon, là-bas, c'est pas lui qui est au marquage sur. Non, sur mais l'épaule. c'est Warren sur ce marquage-là, mais n'empêche qu'il est juste devant. Il est juste devant. Il est entre le ballon, entre le tireur et le mec qui prend de la tête. Mathieu, est-ce que dans l'histoire alors du Paris Saint-Germain, on en a eu quelques-uns, on va pas non plus. Mais est-ce que lui peut-être est aussi en train de se dire, en fait, je me suis trompé, je suis pas allé au bon endroit au bon moment. Est-ce qu'il y aurait pas un peu ça dans sa tête aussi, lui, de trop gamberger? Il est avec un Russe dans la cage, ça c'était pas prévu, il devait être avec Lucas Chevalier, au pire. Maintenant il se retrouve avec un Russe derrière lui. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas tout un contexte qui fait que le gars ne peut pas s'épanouir pour l'instant et être bien? Parce que là, tu as l'impression qu'il se fait des nœuds au cerveau, quoi, dans son foot. Ah, je crois qu'il est plus. On a perdu Mathieu. Il nous a envoyé un message comme quoi il disait qu'il avait de la musique classique dans les oreilles. Donc il est parti chez France Musique. Pour le calmer. Tout d'un coup, on va entendre. Roxane qui réalise cette émission. Elle s'est dit, il est trop énervé, Mathieu. Sur France Musique, tout d'un coup, ils vont entendre. Il est nul. Mais alors bon, on va récupérer Mathieu. Mais est-ce que ce serait pas ça finalement? Rappelle-moi ta question. Non, mais le côté. Mais moi je pense qu'il y a un aspect mental qui est très important. Alors par contre, moi je le lirais pas. C'est difficile de le savoir parce qu'évidemment on n'est pas en interne, mais je le lirais pas du tout à la présence d'un Russe dans l'effectif. Pourquoi? Parce que c'est le contexte, c'est la totalité, la globalité. Oui. Ils sont champions d'Europe. Il y a une grande marche. Il y a une grande marche, et je pense que arriver dans cette équipe pour n'importe quel joueur, c'est difficile. Tu arrives dans une équipe qui a proposé un des plus beaux footballs qu'on ait proposé sur les 30 dernières années, c'est vraiment difficile. Intégrer un collectif qui fonctionne comme ça, c'est vraiment pas un cadeau, quoi. Donc il faut des joueurs qui sont super costauds. À ce jour, Lucas Chevalier et Zabarni n'ont pas été assez costauds mentalement. C'est ce qu'on voit pour l'instant. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que effectivement, c'est pas facile d'intégrer ça. Je le comprends pour Lucas Chevalier qui doit intégrer pleinement cet effectif et encore plus quand on sait l'importance que donne Luis Enrique au gardien de but dans l'aspect du jeu. Zabarni, il vient en tant que remplaçant. Hein. Il vient pas en tant que sois bon tout de suite en demi-finale de Ligue des Champions. En tant que futur Marquinhos, c'est quand même une petite pression, quoi. Mais dans futur Marquinhos, il y a futur. Ouais. Il vient, on lui dit direct. Écoute, pour le moment, tu as les matchs tranquilles. Pour le moment, tu as les matchs où tu vas pouvoir prendre tes marques, etc. Ça a été fait quand même pour pouvoir avancer. Et je trouve que c'était plutôt intelligent de ne pas recruter un titulaire indiscutable tout de suite et de dire bon bah voilà, il va y avoir une forme de transition et d'adaptation qui va pouvoir être faite. Donc l'avantage de ça, normalement, c'est que l'aspect mental de se dire oh là là, il y a là une pression de dingue. Il n'y a pas la même pression quand tu joues face à Auxerre au parc, sans faire offense à Auxerre, que quand tu vas jouer au Real, au Bayern, etc., dans des matchs importants de Ligue des Champions. Donc pour moi, là-dessus, ça a été fait en sorte par le club pour que cette pression-là soit amoindrie. Le fait est que c'est peut-être d'un point de vue foot, ça marche pas, quoi. Ils sont peut-être, c'est possible de se gourer sur des profils. Hein. Ils sont peut-être gourés tout simplement sur le profil. J'ai une excellente nouvelle. On a retrouvé Mathieu Faure. Mathieu qui était parti écouter de la musique classique. Tu sais quoi? On est sûr qu'alors c'est où il y a deux choses, Mathieu. C'est où Roxane qui réalise le podcast s'est dit il est trop énervé, faut qu'il se détende un peu à écouter de la musique classique. On va lui mettre de la musique d'ascenseur. Du côté de ce que l'on appelle chez nous dans le jargon le CDM, il y a peut-être un supporter marseillais qui en pouvait plus et qui s'est dit ou ukrainien. Et Mathieu, on était parti sur une chose, c'est qu'on se disait que peut-être que le garçon aussi se fait des nœuds au cerveau sur le contexte dans lequel il est arrivé, champion d'Europe, là aussi le côté le russe dans la cage. Enfin, il s'est fait un mélange de tout ça et que lui-même n'arrive pas à être naturel et relâché dans ce qu'il fait dans son foot. Bah, de toute façon, il ne faut pas se mentir non plus. C'est compliqué de rentrer dans cette équipe, de prétendre à être titulaire, d'avoir une importance, un impact majeur. Et comme l'a dit Romain, pas de choses. C'est même Joao Neves, c'est tellement des évidences qu'on a l'impression que toutes les recrues, ça va se passer comme ça. Et peut-être que cet été, on s'est complètement trompé et que ces deux profils qui, à la fois techniquement et tactiquement, sont pas faits pour le club et psychologiquement, c'est un contexte trop compliqué pour eux pour plein de raisons et qu'actuellement, ce contexte, ça leur permet pas de s'épanouir et qu'on peut pas en tirer grand-chose. Maintenant, est-ce qu'on avance et on insiste avec eux ou est-ce qu'on acte à la fin de saison que c'est deux ratés et dans ce cas-là, faut les exfiltrer et retrouver des remplaçants idoines. C'est une vraie question. C'est le revers de... Pardon, excuse-moi, mais c'est le revers d'un mercato à deux recrues.
un mercato de recrues, Ça met une t'as pas le pression droit. sur les T'as pas le recrues. droit de te louper. Ouais. Parce qu'en fait, si Mm. tu vois, C'est l'année vrai. dernière, on fait les débats à la mi-janvier et on demande, vous pensez quoi de Désiré Doué? On Ah se dit, vous en voyez, fait, ouais, c'est pas bon, mais à la limite, c'est pas grave si c'est pas bon parce que il y a le futur et en plus, il y a Pacho et Neves qui sont arrivés et qui ont fait un début de saison de fou furieux. Et puis il y a Gvara qui Donc, arrive. En plus. Et Agvara qui arrive potentiellement. Là, tu mets 2 seuls mecs et tu dis bon bah vas-y, on regarde maintenant. Oui, mais le problème c'est qu'en fait tu peux pas te gargariser d'autres choses puisqu'il y a rien d'autre. Donc forcément Ouais, puis ça joue. Lucas Chevalier, c'est quand même un très gros flop à ce jour quand même. Oui, Hein. pour le C'est très moment. compliqué. Hein. Ouais. Bah là pour l'instant, Mais effectivement. du coup, moi, je trouve que c'est intéressant qu'on se pose la question, mais vraiment en un mot, à ce jour, est-ce que oui ou non vous gardez Lucas Chevalier? Est-ce que oui ou non vous gardez Ilyas Zabardi la En saison fait, prochaine? en gros, à ce stade. moi je vais être clair. Pour moi, vu notre coach, il ira au bout de ses idées et c'est lui qui a validé les Non, mais c'est profils. surtout, de toute façon, t'en fais quoi? Bah non, tu peux pas faire T'en fais autrement. Tu quoi? vas jusqu'à la pas fin de saison. Oui, Tu vas la jusqu'à fin, la fin de la non, fin de mais saison, non, oui, mais mais l'année même cet prochaine, est-ce été. que tu Ah le bah- gardes, Lucas Chevalier? Est-ce que tu insistes? C'était la question que posait Mathieu. Tu... Est-ce que tu insistes avec Zabarni? Bah, Moi, mais j'insisterais avec Au vu, Zabarni, au vu mais pas du salaire, Chevalier. au vu du salaire que tu lui as proposé et au vu de ce que tu as encore 4 ans de contrat, c'est ou tu as un club anglais complètement tapé de la cafetière qui va tenter la chance, ou sinon tu personne qui vient quoi. Et puis surtout, tu prends quoi? Tu prends qui? Bah c'est ça. Il y a pas de... L'été dernier, c'était un été de gardien. Où effectivement, il y avait plusieurs mouvements de gardiens qui pouvaient se faire. Pourquoi? Parce que nous, on a lâché le meilleur, quoi. Non, pas que, parce qu'il y en avait Il y eu avait avant, Alisson déjà qui a bougé avant. aussi. Il y en avait eu déjà avant, et nous, finalement, c'est juste un billard à 3 bandes avec Chevalier, Ederson, Donnarumma. Mais il y avait le gardien anglais Trafford qui finalement a été pris par Manchester City avant Donnarumma. Il y avait toute l'incertitude autour de Mac-Maignan parce qu'il était censé être en fin de contrat. Finalement, il a prolongé avec le Milan. Ça arrive une fois tous les 3-4 ans, il y a un mercato de gardien. Là, l'été on l'a prochain. joué notre mercato de gardien. Ah bah, On a- bien on sûr. a mis, on a mis Mais- nos sous sur un. Mais le fait est que l'année prochaine, tu vois, il y a Joan Garcia qui arrive au Barça aussi. L'année prochaine, c'est pas un mercato de gardien. Il y a pas un mec où tu te dis ah tiens alors vas-y quel gardien est hyper intéressant là dans un petit club et tu peux aller prendre ou alors un gardien dans un grand club qui est pas dans une bonne dynamique. Il y a pas. Et ben voilà, il y a pas. C'est comme ça. Il n'y a pas. Mais on a Safonov, heureusement. On a sa faune. Heureusement. Avec ouais. sa belle cuche. Ouais. Ouais, je suis pas sûr de. J'ai toujours un doute moi aussi là-dessus. Safonov. Ah oui. Mais bien sûr qu'il y a un doute. Bien sûr, il y a un gros doute même. C'est sûr que c'est pas Donnarumma. Alors, les amis, on a eu le droit, parce qu'il n'y a pas que les Marseillais qui ont le droit à leur drama. Alors, eux, c'est plus belle la vie et c'est tous les jours, hein, c'est un épisode nouveau. Toutes les 5 minutes. Toutes même. les 5 minutes. Alors, attention, un truc qui se passe. c'est dur à aujourd'hui, suivre. personne n'a démissionné à Marseille. C'est ça, Ouh. pas encore. Voilà. Attends, il reste très tôt il reste encore du Il temps. est Ouais, que ouais, c'est vrai. 14h30. ça se réveille là. C'est vrai qu'ils aura des communiqués à 2h du matin. C'est ça, donc on sait jamais. Non, on a eu notre petit drama à la sortie du match. On a notre ami Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or du Paris Saint-Germain, qui a débarqué au micro de Ligue 1+, la mine sévère. Il était très énervé de la défaite 3-1. Je vous laisse écouter ses propos. Je pense qu'on doit mettre plus d'envie parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça va pas aller. On va pas gagner les titres qu'on veut. La saison dernière, on a mis le club du Paris Saint-Germain devant avant de penser à soi-même. Et je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs-là. Et c'est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier et pas les individualités. Alors là, je vous laisse partir dans les coulisses. On se retrouve, nous, en zone mixte, les journalistes. Ouah, t'as vu ce qui s'est passé? Déclaration d'Ousmane Dembélé. Mais attends, il faut faire réagir quelqu'un. On va partir du côté de Luis Enrique, mais aussi de Vitinha. Alors Vitinha, on l'a un petit peu cuisiné. Et rien n'est sorti, même s'il a quand même dit que... Si, il a quand si. même dit. Il y avait quand des même petits dit que messages. oui, Il effectivement. a quand même dit qu'il y avait des moments où il fallait faire la passe aux coéquipiers et que c'était comme ça qu'il y avait eu le déclic l'année dernière. Voilà, ça c'est... on l'a eu à notre micro. Et ensuite, derrière, le coach est arrivé. Tadam, tadam, il s'est pointé et il avait des choses à dire. Et comment dire, ça lui a pas trop plu qu'on lui demande, en fait, Ousmane Dembélé, il a dit ça au micro de Ligue 1+. Qu'est-ce que vous en pensez? Les déclarations des joueurs à la fin du match n'ont aucune valeur, aucune. Celle des entraîneurs non plus, mais celle des joueurs, aucune. Donc c'est clair, la personne responsable de l'équipe, c'est moi. Je ne permettrai à aucun joueur de penser qu'il est plus important que le club. Ni moi, ni le directeur sportif, ni le président, ni le club. Donc ces déclarations ne valent rien. Voilà, les déclarations ne valent rien. Ça, c'est fait. J'ai l'impression qu'il n'a pas trop aimé la sortie, mais peut-être qu'il n'a pas aimé que finalement ça soit sur la place publique, parce qu'il ne peut pas venir nous dire qu'il a apprécié le match. Pour une fois, d'ailleurs, il a évité de venir nous dire, le coach, qu'il avait aimé ce qu'il avait vu sur le terrain. Ça lui a quand même pas trop plu, cette défaite 3-1. Ce drama nous fait dire que finalement, cette question, y a-t-il des excès d'individualité dans cette équipe du Paris Saint-Germain? Parce qu'il le dit, Ousmane Dembélé, il faut mettre le Paris Saint-Germain avant
l'individuel. Il faut toujours mettre le collectif devant. Est-ce que pour toi, Pia, il y a trop d'excès d'individualité au Paris Saint-Germain? Est-ce que ça se ressent finalement sur le terrain? Parce que sur un match comme ça, oui, Désiré Doué, on a croqué quelques-unes. On a quand même l'impression qu'il tire sur Désiré Doué, mais c'est un ressenti personnel. Nuno Mendes, pareil, il s'est raté, mais on a quand même pas. Ils ont tenté, ils ont eu des actions. Il y a eu 7 grosses actions pour le Paris Saint-Germain sur ce match-là. Déjà, objectivement, je pense pas que cette déclaration, elle puisse ne concerner que le match contre Rennes. Parce que justement, objectivement, contre Rennes, il n'y a pas de situation flagrante qui te crève les yeux. Tu te dis, mais il est malade ou quoi, il devait faire la passe. Donc ça veut dire que c'est une situation qui est plus large. Et moi, la façon dont je l'analyserais, déjà, moi, je trouve que Dembélé, il est dans son rôle et que Luis Enrique, il est dans son rôle. Il n'y a aucune des deux déclarations qui m'a choquée. La question que je me pose sur Luis Enrique, c'est au moment où il vient en conf, est-ce qu'il a vraiment connaissance de la déclaration de Dembélé ou est-ce qu'on lui a rapporté les propos? Est-ce que c'est en écoutant le journaliste en conf qu'il apprend ce que Dembélé a dit? C'est une vraie question. Parce que... la question, je vais te répondre. Il était au courant, ça s'est senti tout de suite parce que quand il veut nous noyer... est arrivé à fermer. Voilà. Et parce qu'il avait déjà répondu au micro Ligue 1 Plus qui est avant la conf, où Guillaume Moirot lui avait déjà posé la question. Et pourquoi il est en espagnol là en conférence de presse? Pour se faire comprendre. Oui, il attaque en disant je vais vous le dire en espagnol pour qu'on se comprenne très bien. Pour remettre les choses... Tout à fait, pour pas qu'il y ait de mots hasardeux qui sortent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde le jeu du Paris Saint-Germain sur les derniers matchs, effectivement, on sent pas la cohésion presque surnaturelle qu'on sentait l'année dernière. Et la circulation du ballon qui était juste fantastique sur la deuxième partie de saison. Maintenant, on est dans une situation où on a un déficit de buts sur certains matchs. C'était clairement pas le cas contre l'OM, mais c'est vrai que sur certains matchs ces derniers temps, c'était vraiment le cas. Alors qu'on a plein d'occasions qui sont créées. Donc, on a une situation où on a des attaquants sur le plan personnel qui sont frustrés et qui aimeraient marquer plus de buts. C'est pas difficile de se mettre dans leur tête et de se dire je suis Barcola, je suis Kvara, je suis Désiré Doué, j'ai envie de marquer plus de buts. C'est logique que je tente plus devant le but. Que le leader de l'équipe, Dembélé, leur dise « Je comprends ». C'est pas ce qu'il a dit, mais c'est peut-être ça qu'il a voulu dire. Je comprends que vous ayez envie de marquer. Je comprends que vous vouliez déclencher la bouteille de ketchup. Sauf que c'est pas comme ça qu'on va y arriver collectivement. Donc c'est exactement ce que Vitinha a dit. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. On va y arriver en se faisant des passes et en étant plus ouvert à ce qui se passe autour de nous. Pour moi, Dembélé là-dedans, il est dans son rôle. Et je comprends que Luis Enrique derrière dise il sortait d'un match, il était en colère, ne tenez pas compte de ce qu'il a dit. Ce que vous devez prendre en compte, c'est ce que je dis moi. C'est pareil, c'est dans son rôle. Sauf qu'il sort le parachute, pas le parachute, mais il laisse planer les deux un espèce de doute, un voile sur les intentions de chacun dans le vestiaire finalement, Mathieu. Là, quand ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu le PSG laver son linge comme ça en public. On l'a reperdu. Il est allé réécouter de la musique classique. Non, je suis là. Ah, t'es là, mon loulou. Non, mais est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop aussi sur cette double déclaration parce que justement, tout se passait bien pendant un an et il n'y avait rien au-dessus de l'autre. Alors que l'année dernière, il y avait il y a eu des dramas un peu plus graves, je trouve, quand il se passe de Dembélé à Arsenal, ce genre de choses qui sont vraiment des moments forts. Là, moi, j'ai pas trouvé que c'était... ça méritait pas qu'on en débatte pendant 5 jours, faire des papiers. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y a aucune déclat. Justement, quand il ne le prend pas contre Arsenal, il n'y a rien qui sort et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en interne? C'est la différence. En fait, Enrique dit juste, j'ai pris ma décision, c'est comme ça. Enfin, il nous fait une petite déclaration et après, c'est terminé, ça s'arrête là-dessus, quoi. Oui, mais là, il est obligé de parler parce qu'il est à chaud, il est en conférence d'après-match, il peut pas faire genre, il a rien vu. Mais je sais pas ce qu'il va se dire cet après-midi... à la conférence de presse d'avant match, mais peut-être que pour lui c'est fini, qu'on n'en parle plus. Après, c'est pas non plus hallucinant ce que dit Dembélé, puis on voit tous les matchs. Tu as des joueurs qui en ce moment en font un peu trop et sont pas bons, comme Doué, on dirait un mauvais Neymar qui revient de blessure. Kvara, je trouve que parfois il a vraiment tendance à trop choisir ses matchs et ça se voit un peu trop. C'est des petits trucs, c'est pas énorme, mais c'est des petits trucs qui font que la machine elle se grippe assez facilement parce que t'as pas de joueurs cadre capable de tirer tout le monde vers le haut tel un leader alpha et t'es un peu dépendant de tout le monde et dès qu'il y en a un qui est un peu moins bien ou qui joue un peu trop dans son coin ou qui veut avoir le syndrome du personnage principal, et l'équipe elle est un peu moins bonne et c'est un peu le cas en ce moment. T'as moins de réussite, t'as moins de confiance, t'as plus de méfiance et du coup t'as une équipe qui perd déjà 3 matchs en 2026, c'est beaucoup, et qui est un peu, je pense qu'il doute un petit peu quand même. C'est vrai que quand il vient de le dire là, Mathieu, on sent que
celui qui est pointé du doigt et celui peut-être qui nous exaspère le plus depuis quelques semaines, c'est Désiré Doué. Un Désiré Doué qui non, mais en plus, il y avait le contexte de... ça se voyait que Désiré Doué voulait bien jouer à Rennes. Parce qu'il y a le contexte aussi d'il est à la maison, etc. Je peux te donner juste un exemple. Vas-y. Pardon, mais je ne sais pas si tu l'as vu la photo, pour ceux qui nous suivent sur X, j'ai mis la photo, mais c'est une scène que je n'ai pas l'habitude de voir, puisque je suis tous les matchs à l'extérieur. Bien souvent, les amis, en fait, il faut le savoir, c'est qu'aucun joueur ne sort avant match. Au Paris Saint-Germain, c'est un truc maintenant, il reste au vestiaire, il trouve des couloirs pour s'échauffer et autres. Et là, en fait, scène assez surréaliste. Désiré Doué est le seul joueur à être sorti, casque sur les oreilles. Il a croisé Luis Enrique, qui a essayé de lui taper sur l'épaule. Et là, il est parti, il s'est mis dans le rond central et il a fait tout le tour en regardant les tribunes du Roazhon Park. T'es là, mais en fait, il fait son jubilé ou quoi? Non, mais tu vois, il y avait déjà une part d'émotionnel dans ce qui était en train de se passer, alors que d'habitude, ça ne se passe jamais. Pardon de t'avoir coupé. Non, mais t'as raison. Tu sentais qu'il voulait peut-être trop bien faire, etc. Et donc, effectivement, il a forcé certaines actions, notamment en première période, où il y a un moment où il a donné, mais ça n'empêche qu'en début de seconde, il en donne une pour Dembélé, que Dembélé rate. Et puis voilà, donc moi, je comprends et puis, il y a plusieurs paramètres, en fait. Déjà, je crois que Luis Enrique est sincère dans sa déclaration, parce que lui t'explique déjà depuis qu'il est arrivé que les conférences de presse d'après-match, c'est le truc qu'il déteste le plus, parce que justement tout le monde est à chaud et que tu peux pas avoir une bonne capacité d'analyse quand tu es à chaud, et que en plus surtout quand tu es en bord terrain, tu as de l'émotionnel, tu as la redescente même si Dembélé il était sorti depuis une demi-heure, donc il était moins essoufflé, oui, mais il dit aussi que lui-même ne parle jamais à ses joueurs en après-match, et que lui il n'est pas bon dans son analyse aussi sur ça, qu'il a besoin de se reposer, etc. Donc là-dessus, quand il te dit, pour moi les déclarations d'après-match n'ont aucune valeur, c'est pas qu'il dénigre le joueur qui va faire cette déclaration, c'est que pour lui, le contexte fait que c'est pas valable. C'est pas valable. Il ne tenait pas compte de ce qu'il vient de dire, il était en colère. Donc là-dessus, il est sincère. Moi, je pense que si Dembélé il veut envoyer un message et que le truc est un peu plus grand que juste le match face à Rennes, je pense aussi que c'est le meilleur des moments. Parce qu'après, en fait, le sprint de fin de saison, il démarre demain. Les premiers matchs à élimination directe de Ligue des Champions, tu vas avoir une petite trêve au moment de la trêve internationale, etc., où tu vas avoir une petite pause pour lancer le sprint final. Mais s'il y a un truc, ou s'il y a un moment où il faut recadrer les choses, c'est maintenant. On se rappelle d'il y a 2 ou 3 ans, quand il y avait Galtier et que Mbappé sort sa phrase du bien manger, bien dormir, c'est après le match aller du Bayern. C'est déjà trop tard de faire même si il était plein de bonne volonté à ce moment-là, Mbappé, pour le Paris Saint-Germain, c'était déjà trop tard de faire cette remarque-là, parce que ça a déjà démarré. Donc le dernier moment pour pouvoir le faire, c'est maintenant. Que ton Ballon d'Or et ton 3e du Ballon d'Or qui interviennent pour remettre un peu tout le monde d'équerre avant les éliminatoires de Ligue des Champions, moi ça me dérange pas. C'est pas parce que l'année dernière tout a été contrôlé, tout a été lisse, que c'est le modèle et le seul modèle de truc qui peut marcher en termes de communication. Parfois, ils peuvent se mettre un petit peu des tirs pour se relancer, pour remettre l'église au milieu du village, pour juste se reconcentrer sur les objectifs communs. Et donc, c'est dans ce sens-là que moi, j'ai interprété les déclarations et de Dembélé et de Vitinha. Luis Enrique qui vient essayer d'éteindre le feu, c'est normal. Mais ouais, c'était important de montrer qu'il y a des cadres de cette équipe, des joueurs importants qui se rendent compte que là, ce qui est en train d'être fait, c'est pas bien. C'est très bien. On vient de parler d'église, Sœur Pia a levé le doigt. Ouais. En fait, faut quand même se dire, c'est quand même frappant, parce que le fait que Dembélé dise ça à ce stade, alors qu'il y a 2 matchs à Strasbourg, il fait une entrée que tout le monde trouve catastrophique, et on se dit tous, mais il se fout de la gueule de qui? Il est en train de négocier son contrat, on veut plus de stars, et franchement, tout le monde est dur avec lui, hein, et c'est mérité sur son entrée. Le fait que 2 matchs plus tard, il dise ça publiquement, ça montre aussi à quel point il voulait aussi rappeler combien il est engagé dans l'équipe et dans le projet de cette équipe. Et dans un projet d'équipe, pas dans un projet où je suis la star, je mérite d'avoir un meilleur salaire, etc. Là, il prend la parole et il vient parler de jeu ensemble et de football. Donc c'est quand même aussi important dans son arche à lui, dans son histoire de saison à lui, ce moment.
petite anecdote, sachez que, alors c'est normal, hein, sa maman habite encore du côté de Rennes. Il y avait sa maman qui était en loge. On l'a vu après en zone mixte et j'ai appris quelque chose de la part de mes confrères rennais. Eh bien, sachez que la petite sœur de Ousmane Dembélé est en équipe réserve des féminines à Rennes. Voilà, Ok. et joue. Voilà, j'ai appris ça par les copains Mais de tu sais que copains de Rennes. moi, je disais tout à l'heure que Doué voulait absolument. Mais ça se trouve, Dembélé aussi. Et peut-être qu'il y a de la frustration aussi de Dembélé parce qu'il en a une Oui. où il y a un plat du pied sur un centre de Doué justement, Ah bah, où il y a le pied gauche qui part loin. Ouais. Mais ça se trouve sur l'opportunité, notamment en première mi-temps où il y en a une où Désiré Doué il rentre sur son pied gauche, finalement la frappe elle est contrée. Il pouvait la donner à ce moment-là. Ça se trouve Dembélé il voyait son but marqué à Rennes, content de marquer. Donc, il y a plein de trucs qui peuvent rentrer C'est aussi vraiment en pas compte. le match qu'il avait envie de perdre, quoi, en fait. Ouais, peut-être, Chez lui, peut-être, devant ouais, sa bien sûr. famille, voilà. Et il semble qu'il y a eu des petites tensions entre le PSG et Rennes en avant-match, puisqu'en fait, en arrivant du côté du stade, les Rennais sont tombés un petit peu sur les... C'est fou. En fait, ils n'ont pas averti qu'ils avaient prévu des petites activités pour Doué et pour Dembélé avant-match. Il fallait aller à un Hall of Fame pour poser le pied pour Doué. Et ils n'avaient pas prévenu le PSG. Ils n'avaient pas prévenu le PSG. Donc le PSG s'est Grosse erreur. retrouvé... Voilà, grosse erreur. Mais Aïe, bon, aïe, aïe. donc ça c'est un peu, il semblerait que ça se soit un peu crispé. Pareil en bord de terrain, il y a deux enfants qui sont arrivés avec un cadre. Fallait prendre la photo, fallait se faire applaudir par le stade, par le Roison Park, etc. Il y a une fresque aussi d'Ousmane Dembélé qui a été inaugurée dans une espèce de mini musée dans le stade. Enfin, tout était un peu. Bon, ça va, c'est pas les trucs les plus Ah, horribles à faire. ah oui, mais alors le Paris Saint-Germain. Ouais, mais Oui, c'est d'accord, pas les mais- joueurs que ça a dérangé, Voilà, c'est oui, l'équipe oui, de c'est com. plus d'accord, mais C'est plus le Paris Saint-Germain. Ça, c'est Ouais. comme avec le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est petite coulisses et indiscrétion. Les amis, on fait une toute petite pause et on se retrouve pour la suite et la fin de cette rencontre, cette rencontre. La suite et la fin de cette émission, mais c'est un peu comme une rencontre, puisque on parle du match entre Monaco et le Paris Saint-Germain en barrage de Ligue des Champions. À tout de suite. En 2003, la famille Flactif est tuée dans son chalet du Grand Bornand. Dans cette affaire qui a bouleversé la France, c'est la science qui a permis de faire éclater la vérité. Découvrez les témoignages inédits des experts qui ont fait parler le chalet dans 2 épisodes exceptionnels de Crimes et témoignages. La série de podcasts d'ici. Affaire Flactif, les experts qui ont fait parler le chalet. À écouter dès maintenant sur la plateforme Radio France et sur l'appli ici. 100% PSG, la tribune. Et si vous aimez les podcasts de faits divers, vraiment, Crimes et témoignages, c'est excellent. C'est fait par toute la communauté, tous les journalistes et autres techniciens et animateurs du groupe ici. Et c'est vraiment très, très bien. N'hésitez pas. Voilà, parce qu'en fait, Romain trouvait qu'il fait, bah disons, c'est joyeux comme truc, mais c'est très bien parce que moi, je suis un grand fan de faits divers. Je vous rappelle que Pierre Clément est avec nous, Romain Bédouc et Matt Fort pour terminer ce podcast. On va parler de Monaco-Paris Saint-Germain. J'aimerais juste vous dire que c'est notre bête noire. C'est notre bête noire, l'AS Monaco. Je voudrais juste vous dire qu'en 116 matchs dans l'histoire du Paris Saint-Germain et de Monaco, 48 victoires pour Monaco, seulement 37 pour le Paris Saint-Germain. Et petite stat, histoire de vous Il ne doit pas en rester beaucoup des équipes qui ont un bilan positif. Bilan positif, effectivement. Et tenez-vous bien, sur les 11 derniers matchs entre Monaco et le Paris Saint-Germain, là, on est sur cette période-là qui vient de passer, on est sur 4 victoires partout et 3 matchs nuls. C'est une équipe qui nous en schtroumpf, pour pas dire plus. Juste rappeler aussi, pour terminer, que le Paris Saint-Germain a perdu en championnat 1-0. Bon, après, ça glisse, tout ça, la cheville de Chevalier, etc., etc. Mais quand même, cette équipe de Monaco, qui est complètement à la rue cette saison, ou en tout cas qui roule sur une jante, voire deux, et ben, en tout cas, nous a posé problème en championnat et défaite 1-0. Elle rentre dans la catégorie des 6 défaites de la saison, parce qu'on n'en a pas parlé, ça aussi. Mais quand même, on en est à 6 défaites, toutes compétitions confondues. Les amis, Monaco, c'est... Bon, moi, je pense que c'est le barrage vraiment à la noix, j'allais dire un gros mot un peu plus vert, mais c'est la rencontre que vous allez suivre demain soir, 21h, émission spéciale avec Pia, avec tout le monde, avec la bande, avec Eric Rabesson-Latana, dès 20h, coup d'envoi à 21h, on sera sur YouTube. Monaco en barrage, est-ce que c'est une formalité ou c'est une difficulté à prévoir pour le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'en 2 matchs, on peut avoir de gros problèmes face à cette équipe de Monaco, Mathieu?
Deux matchs. En fait, c'est le fait que ça soit sur deux matchs qui fait que je suis je vais pas dire serein parce que ça serait mentir sur mon état d'esprit, mais que je suis moins inquiet. Mais je pense que moi, je voulais tirer Karabag complètement parce que Monaco, c'est une équipe vraiment ennuyeuse, chez qui on a perdu alors qu'ils étaient au plus mal et là, ils sont un peu mieux. Bon, eux, par contre, ils ont une liste de blessés longue comme le bras parce que là, je crois qu'encore il y a Lamine Camara, Akliouche et Ansu Fati qui sont incertains. Lamine Camara, il revient, je crois. Oui, mais il est incertain encore, après il est ressorti. Qui sont incertains, ils ont plein de blessés, J'ai Salissou, Minamino, Pogba, Radeki, Dyer, Cabral, Ouattara et Mawissa qui sont sur le flanc. Voilà, donc tu as quand même des gros absents, mais bon, c'est une équipe qui va beaucoup mieux, notamment défensivement, qui prend moins de buts, là qui a trouvé des vertus offensives. Bon, Nantes, c'est pas un exemple, mais bon, ils en ont mis 4 à Rennes il y a 15 jours, etc. Donc c'est une équipe qui va un peu mieux. Sur le papier, normalement, tu dois passer, mais ça a tout du barrage un peu casse-gueule où il faut être extrêmement concentré. Et puis c'est une équipe chez qui on réussit pas très bien. Et je sais pas s'il va y avoir une espèce d'état d'esprit de Champions League, parce que c'est une équipe que tu connais, que tu vas rejouer en plus, encore une fois, en dehors de la Ligue des Champions. Donc il n'y a peut-être pas ce parfum d'Europe ou ce parfum de peur. Et comme le niveau de différence entre les deux équipes, il n'est pas aussi abyssal qu'avec Brest l'an dernier, ça peut être un peu un faux rythme ronron et qui ne nous convienne pas. Et puis voilà, c'est une équipe... Ce qui est drôle, c'est que moi j'ai suivi l'AS Monaco pendant 7 ans pour le journal. Et je n'ai perdu aucun match au Louis II contre le PSG, puisque la seule défaite 3-1, le dernier match de David Luiz, je n'y étais pas. Mais sinon, tous les autres matchs au stade de Louis II et des Monaco PSG, j'y ai tous été et ils n'ont jamais gagné. Et donc je peux t'assurer que demain soir, je n'y vais pas. Et donc, fais-en toi-même tes propres conclusions, mais je vous aurais prévenu. Je comprends mieux pourquoi, quand je lui envoie Mathieu, parce que nous allons manger demain midi ensemble du côté de la Côte d'Azur, et j'ai dit à Mathieu, tu montes voir le match? Ah non, je reste à la maison. Je comprends mieux maintenant. J'ai compris, alors que j'étais prêt à te monter tranquillement du côté du Rocher. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Mathieu, c'est que j'ai l'impression que Pia est d'accord avec toi sur le match aller-retour, sur cette partie qui devrait quand même profiter au Paris Saint-Germain. Normalement, le match avec deux volets, enfin la confrontation avec deux volets, c'est quand même énormément à l'avantage du Paris Saint-Germain contre cette équipe de Monaco. Pourquoi ? Parce que Monaco, ils sont hyper inconstants. On peut se dire que jouant Monaco Paris Saint-Germain... qui fait PSG, Lens PSG. Hein. Voilà. Et accessoirement, ils ont Lens au milieu. Et ça, vraiment, c'est vraiment dur pour eux comme enchaînement. Surtout qu'ils vont se retaper le PSG derrière en Ligue 1. Donc, vraiment compliqué. Je me dis, sachant que c'est une équipe qui clairement choisit ses matchs et qui est sur une inconstance, mais assez phénoménale même, un peu moins ces derniers temps, mais globalement sur la saison, c'est ça. Je me dis forcément, sur le premier match contre Paris, ils vont mettre tout ce qu'ils doivent mettre. Donc, on va avoir des difficultés, c'est le ressenti que j'ai. Après, j'imagine pas Paris ne pas passer. Ça me semble impossible que sur les deux matchs, ils nous la mettent à l'envers. Mais bon. Jamais tu n'entendras le mot formalité sortir de ma bouche, par contre. Mais par contre, moi, il y a une chose, c'est que l'année dernière, on était dans le même état d'esprit. Je me rappelle, attention, Brest. Non, on n'était pas du tout à attention, Brest. C'est déjà magnifique ce qu'a fait Brest, et ils vont prendre une volée, et Brest ils voulaient pas prendre le Paris Saint-Germain, et voilà, on n'était pas du tout dans le même état. Pour moi, on n'était pas dans le même état d'esprit. Enfin, moi personnellement. En tout cas, on pensait pas qu'il y aurait 10-0. On était mieux à la même époque en plus l'année dernière. Oui, en plus on était. Non, on était. Oui, mais à ce moment-là, sur le fait de prendre une équipe qualifier à deux doigts. Non, on commençait à se dire. Je me rappelle très bien des débats à l'époque. C'était le PSG joue super bien, mais on attend d'avoir le vrai match qui valide véritablement que. Et on savait que ce serait pas Brest. Mais oui, on savait que c'était pas Brest. On savait que ils n'avaient pas perdu en Ligue des Champions. Oui, après le. L'année dernière. Vas-y, Mathieu, vas-y. Pardon. Janvier-février l'année dernière, tu fais 0 défaite, tu termines par 3 victoires de rang en Ligue des Champions, t'étais quand même lancé, la machine elle commençait à prendre, t'étais encore en Coupe de France, t'étais invaincu en championnat encore, là t'as perdu 3 fois en 2026, donc t'es sur des dynamiques complètement différentes. Et puis Brest, on dit 10-0, mais c'est parce qu'ils mettent l'équipe bis, ils abandonnent complètement le match retour. Donc il y avait 3, c'est pas genre 10-0 d'un coup, il y a eu 3-0 à l'aller, dans un match où le PSG avait maximisé ses opportunités pour l'emporter largement, et au retour, ils sont venus avec l'équipe bis, et ça a été une formalité ou pour moi, difficulté. Le match de Rennes, là, il nous montre que cette année, il n'y aura pas de formalité. La formalité n'existe pas. Pour le Paris,
triste parce que ça s'explique et on peut donner les explications, les 3 semaines de préparation, tout ça, etc. C'est pas parce qu'on répète les excuses que ça les invalide. C'est toujours le cas et tu le payes toujours. Donc les formalités, ça n'existera pas. Moi, je suis très heureux d'affronter Monaco par rapport à Karabakh, parce que Karabakh, c'est une équipe qui, dans la première partie de la Ligue des Champions, a donné énormément de difficultés à des grosses équipes. Et je te passe le déplacement de 7 heures aller, 7 heures retour pour aller là-bas. Donc, et les visas à faire, tout ça, après les juges. Ouais, bon, ça, c'est encore autre chose, ça. Mais j'étais très heureux que ce soit Monaco d'un point de vue rythme et physique pour ça. Maintenant, non, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien. Et c'est pour ça que quand on avait le débat sur Hakimi, de savoir s'il faut le faire jouer pour lui redonner du rythme ou mettre le mec qui est le plus compétitif à ce moment-là, qui est Warren Zaïre-Emery, moi, il y a des vraies questions parce que c'est un match important et que tu peux... Moi, j'ai pas envie qu'on ait un match... imaginons, il y a un match nul après l'aller et tu peux être dans une position de te faire piéger au retour, comme Monaco nous a déjà piégé au parc en mettant des buts à la dernière minute, en remportant parfois, en massacrant nos joueurs avec leurs crampons aussi. Oui, voilà, mais c'est quand même arrivé sur les 2 dernières rencontres. Moi, j'ai l'impression que Monaco, à chaque fois, c'est soit on leur met une branlée, soit ils gagnent. Et c'est ça. Il n'y a jamais de juste milieu dans les trucs. Donc, il faut prendre ce match très 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 sérieusement. Il faut absolument pas se dire que ce match est d'ores et déjà gagné parce que on voit les similitudes avec l'année dernière, c'est un 16e de finale, un barrage face à un club français, donc on va avoir exactement le même scénario. Non, c'est un match qui est important face à une équipe qui nous a déjà battu cette année dans une rencontre qui ressemblait le Monaco-PSG. Tu me demandes le PSG qui a joué à Monaco, le PSG qui a joué à Rennes, il n'est pas vraiment différent, où tu t'es dit, en fait, tu t'es fait anesthésier, tu as eu quelques occasions, ok, mais il y a un moment où quand tu as voulu réenclencher, tu n'as pas réussi à réenclencher. Donc il va falloir vraiment faire attention à cette équipe-là, faire attention et surtout faire attention à notre propre niveau pour pouvoir faire ce qu'il faut pour remporter ce match-là. Juste rappeler, et vous le dire d'ailleurs, c'est un arbitre espagnol qui est attendu, monsieur Gilles Manzano. Wow. Voilà, qui fait des dingueries lui aussi. Ouais, je fais très attention parce qu'on est en train de nous dire c'est des bons souvenirs pour le Paris Saint-Germain. Il était l'arbitre du 7-2. Donc il n'aime pas Ilya Zabarny, je le dis, s'il doit rentrer dans cette rencontre, il n'aime pas parce qu'il s'était fait expulser, qu'on pousse les joueurs. Ce serait bien de ne pas faire n'importe quoi sur cette rencontre ou mettre la main dans la surface de réparation. Sur cette rencontre, est-ce que finalement Rennes n'est pas ce qui pouvait peut-être nous arriver pas dire de mieux, est-ce que c'est bien à dire, mais si ça n'a pas comme conséquence de déliter l'atmosphère dans le groupe avec les déclarations et tout, ça a mis de l'électricité, c'est ce que j'ai compris dans vos propos tout à l'heure. La question est de savoir comment ça s'est géré en interne. C'est impossible de savoir de l'extérieur, mais si ça a été géré intelligemment et que les joueurs ne se sont pas sentis visés personnellement, mais se sont dit oui, collectivement, il faut qu'on trouve comment faire mieux. Effectivement, ça peut être ce qui nous est arrivé de mieux. J'ai l'impression quand même qu'on est sur un groupe assez avec un QI quand même assez élevé. La preuve, c'est le football qu'ils ont joué l'année dernière et parfois cette saison. Et surtout un coach qui sait très bien ce qu'il fait, des garçons qui se connaissent très bien. Donc j'ai pas tellement peur que ça se liquéfie comme ça au mois de février alors qu'on attaque le barrage de Ligue des Champions. Donc j'aurais plutôt tendance à dire qu'ils vont mettre leur habit de lumière et qu'ils vont éclater Monaco au sol. Mais... Faut le faire. Voilà. C'est Louis. Je suis pas certain qu'on avait besoin d'une piqûre de rappel en vrai. Tu m'aurais dit ça fait un mois. Tu m'aurais dit ça fait un mois et demi qu'on gagne tous les matchs en étant un peu suffisant. Et puis finalement on fait des erreurs mais on n'est pas puni. Là ok, je te dis une piqûre de rappel de défaite. Ok, mais en fait pendant le mois t'as frisé la correctionnelle face à Marseille où tu mets une égalisation à la dernière minute. Tu te fais éliminer de la Coupe de France. Tu perds en Ligue des Champions. Tu perds là contre Rennes, etc. T'as déjà été puni. T'avais pas besoin d'avoir un truc pour te dire ah tiens au fait c'est vrai on peut perdre des matchs. Juste, Mathieu, pour terminer, tu attends qui sur cette rencontre au rendez-vous? Est-ce qu'il y a peut-être une réaction d'orgueil, d'un désir doué? Est-ce qu'il y a un joueur, toi, sur cette rencontre, pour terminer ce tour de table autour de cette actualité entre Monaco et le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il y a un joueur, toi, que tu attends? J'ai envie de dire, j'ai plutôt 2 secteurs qui vont être déterminants. C'est le poste de gardien de but. J'imagine pas qu'il relance Chevalier, mais Safonov, va falloir qu'il fasse un match... de Ligue des Champions, c'est-à-dire que peut-être qu'il ne sera pas beaucoup sollicité, mais il faudra qu'il soit efficace. Et puis le secteur offensif où il ne faudra pas vendanger comme ça a été le cas à Lisbonne ou comme contre Newcastle où Dembélé rate son penalty. Enfin, c'est les 2 secteurs qui nous font actuellement défaut, c'est-à-dire l'efficacité défensive et offensive où
Il nous faut beaucoup d'occasions pour mettre des buts et très peu de situations adversaires pour qu'on en prenne. Et il faut qu'on corrige ce delta parce que sinon, je pense que la désillusion, si elle n'est pas à ce tour-là, elle sera peut-être au tour d'après et ça peut être une fin de saison un peu compliquée. En tout cas, on va le vivre sur l'antenne d'ici Paris, Île-de-France. Le Paris Saint-Germain face à Monaco, barrage aller de Ligue des Champions, émission des 20h en ondes, mais aussi sur YouTube pour ceux et celles qui nous suivent et qui sont abonnés, puisqu'ils se sont abonnés en nous écoutant. Voilà, et vous n'hésitez pas. Merci, c'est gentil. Vous n'hésitez pas. Et vous savez quoi? Parce que sur cette chaîne, eh bien, on propose plein de choses. Il y a le billet de notre copain qui est à notre droite. Je sais pas qui c'est. Romain Bédouc, quelquefois remplacé par Alexandre Aflalo, voire Miguel de Rennes et Ambre Godillon. Et à ma gauche, il y a le mag de Pia Clément. Et Pia, elle piétine impatience parce qu'elle vous fait un super cadeau. Attention, mesdames et messieurs, annonce de prochain invité. Oui, alors déjà, vous pouvez aller réécouter l'épisode sur Monaco, parce qu'on a décrypté, on a vraiment désossé Monaco avec un supporter de Monaco et un journaliste, donc vous pouvez vraiment aller écouter l'épisode pour vous préparer pour demain. Mais surtout, jeudi, on va enregistrer un mag avec Cool Chain. Donc je suis refaite comme Jaja. Comme Jaja. Super Elle va heureuse. sortir ses vieux t-shirts NTM et tout. Bien sûr, ils sont C'est pas prévu. vieux. Et voilà, et en plus, il paraît qu'il est ultra chaud pour venir, donc ça fait super plaisir et j'ai vraiment hâte. En tout cas, j'ai un souvenir, puisque ce sera la deuxième fois, sur les 10 années qui viennent de passer, c'est la deuxième fois qu'il vient chez nous. Et j'ai un souvenir d'une très belle rencontre aussi, et d'un vrai passionné. Et il était un peu... je me rappelle d'une certaine époque où il n'appréciait pas de voir ses joueurs un peu trop payés. Lui, avec ses potes, il jouait pour gagner une bouteille de Fanta. C'était sa grande expression. Voilà, pour taper dans le ballon, c'était à la fin, tu avais le droit à une bouteille de Fanta, et c'était le plus beau des cadeaux. Les amis, il est temps de se dire au revoir. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Roxane pour la réalisation de cette émission. Un grand merci à Pia, à Romain et à Matt pour ce très bon moment passé ensemble. Merci à toutes et à tous de vous être abonnés, d'avoir réagi. N'oubliez pas de nous mettre quel est votre joueur préféré passé entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Voilà, vous faites votre choix. Et puis vous pouvez aussi nous donner quelques, pourquoi pas, pronostics pour vous dire, tiens, ce que ça va donner face à Monaco dans cette rencontre face au Paris Saint-Germain, à suivre mardi soir, mardi 17 à 21h, dès 20h sur notre antenne et aussi sur notre chaîne YouTube. On retrouvera Eric Rabé-Santana et aussi Sarah Lou Bakouche. Voilà, elle sera avec nous, notre... Dame YouTube. Elle s'occupe du on va live. l'appeler Dame YouTube. Ouais. C'est la Dame YouTube. La on essaye d'être YouTube, jeune, mais on a vraiment du mal. Allez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Il est temps de débrancher ce podcast.